une slide quand même pour rappeler que l'adaptation de jeux vidéo en film, hein, c'est pas seulement à Hollywood, même si c'est souvent l'image qu'on en a au Japon, hein, chaque été depuis quasiment 20 ans bientôt. Il y a un film, un long métrage d'animation Pokémon qui sort, on n'entend plus du tout parler ici, et il n'est même pas diffusé sous forme de vidéogramme ou de quoi que ce soit, mais il continue d'être présent dans les salles japonaises, et d'ailleurs en se situant souvent plutôt sur le haut du classement des meilleures entrées annuelles. Et puis bien évidemment, dans cette logique de convergence médiatique, hein, en nouant des liens avec les jeux, parfois en dévoilant des nouveaux Pokémon ou des Pokémon qui sont disponibles au téléchargement à partir de la date de sortie du film. Oui, alors ça c'était une façon de conclure, hein, sur la question du discours inquiet et stigmatisant sur les jeux. Vous avez le jeu vidéo comme lieu de souffrance physique et psychologique. En haut à droite, c'était un photogramme de Jamais plus jamais, vous savez, cet épisode de James Bond non officiel, en tout cas pas produit par Eon Production, dans lequel vous avez un jeu d'arcade qui s'appelle Domination et qui donne des décharges électriques, ou en tout cas le joueur doit soutenir des décharges électriques pendant la partie, et s'il lâche les commandes du jeu, il perd la partie. Vous avez cette séquence de The Island de Michael Bay avec un placement de produit Xbox, vous l'apercevez à gauche de l'image du centre, dans une séquence où deux personnages se battent extrêmement violemment dans une sorte de joute physique, avec moult craquements d'os, bruit de choc, etc. Et on s'aperçoit que c'est un combat virtuel, hein, d'une certaine façon, mais on est toujours dans une ambiguïté d'une certaine façon. Il y a du placement de produits, mais on continue d'avoir vraiment une expression très forte de la violence, un peu dérangeante d'ailleurs, dans un univers qui est plutôt aseptisé, on comprendra pourquoi après, à travers le jeu vidéo. Et puis, l'image que vous apercevez en bas, sortie de Inside Man de Spike Lee, Spike Lee qui insère une séquence d'un faux jeu vidéo, hein, le jeu vidéo n'existe pas, mais qui est un jeu très inspiré des GTA, des Grand Theft Auto, dans lequel il a aussi là un discours sur la représentation de la communauté noire américaine dans le jeu, et entre autres la question de la violence dans laquelle, les situations de violence dans laquelle est représentée cette situation. Là, le photogramme, vous voyez, Kill That Nigga, où un personnage noir met une grenade dégoupillée dans la bouche du personnage que vous avez au fond, et le laisse exploser. Donc bon, pour Spike Lee, c'est l'occasion d'un discours critique sur la manière dont les médias, et ici le jeu vidéo, reproduit d'une certaine façon des stéréotypes qui ne permettent pas à la communauté noire américaine de se considérer à sa juste valeur. Alors, la remédiatisation, elle est, on peut la trouver dans le cinéma vis-à-vis du jeu vidéo, donc dans cette approche thématique, hein, faire du jeu vidéo un sujet, mais également dans des approches peut-être plus intéressantes et dont on voit qu'actuellement elles sont assez utilisées, entre autres sur des questions de structure narrative, dans l'idée de produire des structures narratives moins linéaires, plus ouvertes. On l'a vu récemment, ces dernières années, je retiens ici deux films, Source Code, qui est un film qui est sorti en 2011, et puis un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, et qui sont deux récits qui jouent sur une situation répétée à l'infini pour essayer de trouver une solution à un problème, et on est vraiment dans deux écritures extrêmement vidéoludiques sur un motif qui est celui qu'on appelle le die and retry, hein, qui est celui propre aux jeux vidéo. Vous échouez jusqu'à trouver une solution, die and retry, mourir et réessayer, qui vous permet de progresser, d'avancer, d'aller à un checkpoint plus avancé, pour développer cette intrigue cinématographique. Donc là, on est très clairement sur des objets qui nous disent que quelque chose a changé
du côté des réalisateurs de cinéma, et que on est aujourd'hui face à une génération de réalisateurs qui a intégré les codes du jeu vidéo dans sa manière de penser le cinéma, qui a une culture de l'image qui se construit sur le cinéma, bien évidemment, la télévision, la série télévisée, Internet, mais le jeu vidéo, et que cette culture très large de l'image, très hétérogène, elle est assumée à la fois dans des choix un peu osés de structure narrative pour leurs films, ou dans des choix stylistiques. En bas de ma slide, une image tirée de Matrix, avec une esthétique empruntée au jeu, ou à cette représentation du monde du jeu, ou du monde de la matrice, comme un univers électrique et dématérialisé, où on est vraiment dans quelque chose qui se joint complètement au trône de Lise Berger de 82. Voilà, donc cette génération de réalisateurs, ça donne par exemple chez les frères Wachowski, cette séquence que je vais quand même vous montrer de Speed Racer, qui permet, alors j'espère qu'elle est suffisamment éclairée. Voilà, pardon, alors je vais juste contextualiser. Voilà. Speed Racer donc adapte un manga japonais qui a été adapté en animé et qui a été diffusé aux États-Unis. Vous avez dans cette séquence de course un motif assez intéressant qui est la voiture à gauche, la voiture rouge. Donc là vraiment sa caractéristique fantomatique est très marquée sur cette image-là. C'est une image transparente, et vous avez la voiture blanche ici à droite qui est pilotée par Speed, et en fait la voiture rouge représente le record du frère disparu de Speed sur le circuit sur lequel Speed est en train de concourir, et ça passe par cette forme du ghost, qui est un code très connu des joueurs de jeux vidéo et particulièrement des joueurs de jeux de course. Le ghost, c'est cette présence à l'écran d'une performance passée qui est souvent la meilleure, retenue par le logiciel, à laquelle on essaye de se confronter pour dépasser son propre record, ou parfois le record d'un joueur adverse avec qui on a échangé son ghost, son fantôme. Donc chez les Wachowski, on est vraiment ici à la fois dans une connaissance très fine des codes du jeu vidéo, qu'est-ce que c'est un ghost, qu'est-ce que ça représente, et dans une capacité à l'introduire dans la diégèse, dans le récit, et pour en faire un élément du rapport de Speed à son frère disparu, à son souvenir, et un souvenir que Speed ne veut pas effacer, puisqu'il est sur le point de battre le record historique du frère au tour sur ce circuit-là, et vous allez voir le choix qu'il va faire. Voilà, il relâche l'accélérateur et arrive après le record du frère, donc il maintient d'une certaine façon le souvenir et la postérité du frère plutôt que de battre son record et l'effacer. Donc on a vraiment quelque chose là, c'est assez fugace, ça dure que quelques secondes dans la séquence, mais qui dit bien qu'avec les frères Wachowski, le frère et la sœur Wachowski maintenant, on est face à un duo de réalisateurs qui sait s'appuyer sur une culture vidéoludique et en faire un élément d'intrigue, de récit pour leur adaptation de Speed Racer. Voilà, donc des générations de réalisateurs qui considèrent le jeu vidéo et qui ont davantage de capacité à développer un discours peut-être plus bienveillant sur le jeu vidéo. Par exemple dans Reign Over Me de Mike Binder, vous avez toute une séquence autour de Shadow of the Colossus,
où deux personnages dont l'un est un peu en rupture avec la société va renouer du lien avec un ancien camarade de chambrée à l'université. Et une des séquences qui marque cette manière dont il renoue du lien, ça se passe autour d'une séquence de jeux vidéo partagée. Le jeu, c'est Shadow of the Colossus. Reign Over Me est un film Columbia, donc c'est un film Sony. Donc on est toujours dans du placement de produits, mais avec un choix qui est celui d'un jeu vidéo qui a été reconnu dès sa sortie comme une sorte d'œuvre d'art. Donc, je veux dire que ils vont faire du lien et le jeu va être un espace de médiation et un moyen de se retrouver. Le jeu choisi, ça va pas être Quake 3 ou FIFA non, ça va être plutôt un jeu qui a déjà une portée et une caractéristique artistique, en tout cas reconnue comme telle par la critique. Pour avoir là aussi une forme de discours dans une séquence d'un film qui n'est pas consacré aux jeux vidéo, mais qui en fait un élément de son récit, une forme de discours plutôt bienveillant et valorisateur sur le jeu vidéo. Summer Wars également, on a quelques séquences, on est peut-être sur une approche plus générale, puisque ça renvoie plutôt aussi à l'usage d'Internet, de services en ligne, etc. Mais la question du jeu comme lien entre générations est assez clairement établi dans ce film d'animation japonais de Mamoru Hosoda de 2009. Alors, des effets d'aller-retour pour montrer bien un peu les formes de cette remédiatisation. Casino Royale est sorti il y a maintenant presque 10 ans. Peut-être que vous étiez pour certains d'entre vous un peu jeunes au moment de sa sortie, mais la critique avait largement souligné le renouveau du personnage, la violence qui caractérisait Casino Royale et qui tranchait très largement avec les épisodes et les interprètes précédents de l'agent 007. Et comme un seul homme, cette critique voyait en Casino Royale un nouveau James Bond, enfin un James Bond violent, qui utilise son permis de tuer, qui fait feu, qui se montre intraitable, qui se montre violent dans ses actions. Alors, ce James Bond violent, c'est curieux parce que en 97, donc soit 9 ans auparavant, si je lisais le dos du boîtier d'un jeu qui s'appelle GoldenEye 64, eh bien je pouvais lire ça, votre nom est Bond, James Bond. Vous êtes désigné pour couvrir les opérations en relation avec le satellite armé GoldenEye. Déplacez-vous et faites feu sur 360 degrés. Soyez aussi silencieux que meurtrier, c'est la jaquette française. Il est temps d'utiliser votre permis de tuer. Donc on voit que pour les besoins d'un jeu de tir à la première personne, il n'est pas très intéressant de prendre un James Bond qui serait le James Bond cinématographique, voire littéraire, quoique le James Bond littéraire peut être assez violent dans son usage des armes ou de la violence. En tout cas, le James Bond cinématographique, on sait qu'il est très souvent dans des stratégies d'évitement de la violence. Et bien qu'il ait un permis de tuer, il l'utilise assez peu. Peut-être Timothy Dalton le faisait un peu, mais en tout cas, voilà, pour qu'un first-person shooter ait peut-être un peu d'intérêt pour le joueur, il faut peut-être redéfinir le personnage, et le James Bond vidéoludique, qui existe depuis le début des années 80, est beaucoup plus violent que son homologue cinématographique. De même, dans le film, je vous renvoie à cette séquence qui se passe alors c'est pas la séquence d'ouverture, c'est la séquence qui suit la séquence d'ouverture du film, après le générique. Je dis toujours qu'elle a lieu à Madagascar, mais je me suis rendu compte que c'était pas le cas, je sais plus, elle a lieu dans un pays exotique. Et on va avoir une course-poursuite, donc rien d'anormal jusque-là. La course-poursuite, c'est un des motifs récurrents des James Bond, sauf que cette fois-ci, c'est une course-poursuite à pied, qui renvoie à un spectaculaire du corps, ce corps dynamique, ce corps qui peut être celui de Mario ou de Jumpman, comme on l'appelle sur les échafaudages de Donkey Kong en 1980, voire celui de Lara Croft, que vous avez tout en bas, quand elle se jette d'une falaise à une paroi, etc. Un corps très dynamique, particulièrement donc celui
enfin de la personne qui est poursuivie, du poursuivi, alors que le corps du poursuiveur, James Bond en général détruit tout, casse tout devant lui. Le poursuivi, lui, il est très athlétique, il a un rapport au corps qui est très acrobatique, il va sauter de paroi en paroi, comme pourrait le faire Mario dans Super Mario 64 par exemple. On a une séquence où il descend une cage d'ascenseur de paroi en paroi, il se faufile en dessous, par-dessus, enfin, il est vraiment quelque chose d'un spectaculaire qui renvoie à une pratique qu'on connaît qui est le parcours, la cascade urbaine. D'ailleurs, le cascadeur lui-même est un jeune Français qui fait partie de ces équipes de parcours qui sont développées dans les banlieues de France, mais probablement le parcours lui-même est une pratique qui est inspirée d'un plaisir du corps qui vient du jeu vidéo. Alors, pour terminer, je vais vous parler d'un objet qui en général a mauvaise presse, toujours sur le motif de la remédiatisation et du rapport entre cinéma et jeux vidéo, c'est la question de l'adaptation, cette fois-ci des films de cinéma en jeux vidéo. Alors je dis que c'est un mauvais objet parce que quand on parle des adaptations de films de cinéma en jeux vidéo, tout le monde lève les yeux au ciel en disant des mauvais jeux. Mon Dieu, mais pourquoi nous parle-t-il de cela ? Parce que vous allez voir que c'est une assez bonne porte d'entrée pour conclure cette réflexion sur les rapports entre médias et peut-être ouvrir plus largement sur la manière dont on doit aujourd'hui considérer les fictions qui sont produites par les industries culturelles. Dans mon travail de chercheur, à l'époque où je rédigeais ma thèse, je m'étais dit que c'était un bon objet à analyser, en tout cas pour comparer des objets filmiques et des objets vidéoludiques qui fonctionnaient sur le même récit, ou tentaient de fonctionner sur le même récit. Donc j'ai fait une base de données. Pas la peine de prendre tout en note, hein. Vous allez sur le site INA Global de l'Institut national de l'audiovisuel et si vous faites une recherche adaptation, cinéma, jeux vidéo, Blanchet, vous trouverez toutes les données que je vais vous présenter ici. Sauf que pour quelques-unes, je les ai mises à jour par rapport à cet article qui est paru il y a 3 ans. Ça donne une base de données qui recense un peu moins de 600 films adaptés en jeux vidéo depuis 1979. Jusqu'à 2000, ici c'était 2014. Voilà. Alors, des films, d'où viennent ces films qui sont adaptés en jeux vidéo, c'est-à-dire des films qui donnent lieu à un ou plusieurs jeux vidéo. Si on prend un film Star Wars, très souvent derrière lui il y a pas mal d'adaptations, alors que, je sais pas, Un Indien dans la ville par exemple a eu une adaptation pour Game Boy au début des années 80. Des années 90, pardon. On a plutôt des films américains, hollywoodiens, ou ce qu'on appelle des Runaways Productions, c'est-à-dire des films à capitaux hollywoodiens, mais dont le tournage est détérioralisé, souvent des films tournés au Canada ou en Europe de l'Est, en République tchèque par exemple. Vous avez des films européens grâce aux Britanniques et aux Français, avec des adaptations de films français comme Taxi, Les Visiteurs. Non, je dis parce qu'il paraît que Taxi a eu beaucoup de succès ici quand il a été proposé à l'emprunt. Les Visiteurs, Un Indien dans la ville. Les Ripoux a été adapté en jeu vidéo. C'est pas souvent su, la comédie de Claude Zidi. Vous avez également l'Asie qui est représentée. Pas grâce au Japon, hein. Finalement le Japon est assez peu présent dans une logique qui voudrait que le jeu vidéo est adapté d'un film. Et en fait on se rend compte qu'au Japon ils ont des stratégies qu'on appelle des stratégies de média mix et qu'il n'y a pas ce lien de filiation film vers jeu. L'Océanie est présente grâce à Babe, un cochon dans la ville, et l'Amérique latine grâce à Une histoire d'œuf, qui est un film d'animation mexicain. Le type de film, enfin la technique de réalisation de ces films, c'est principalement la prise de vue réelle. Quoique, dans ces 74% ou ces 407 films en prise de vue réelle, j'en ai presque les 2/3, enfin en tout cas bien plus que la moitié, qui utilisent des images de synthèse. Voilà, donc il y a énormément d'images de synthèse dans ces films dits en prise de vue réelle. Et les films d'animation en images de synthèse, vous voyez qu'ils sont assez présents,
qui sont sur le point de dépasser les films d'animation traditionnels, avec depuis Toy Story des adaptations systématiques des films Pixar, des films Disney, des films DreamWorks par exemple, hein, et parfois des accords d'adaptation. On pense par exemple à l'époque entre Activision et Pixar où il y avait des accords qui pouvaient être signés sur 6 ou 7 ans. La pratique de l'adaptation simultanée, je considère qu'une adaptation simultanée, un jeu vidéo qui sort dans un délai de 18 mois avant ou après la sortie du film en salle. On voit qu'on a 4 périodes qui se dessinent. Une période d'amorce où on est sous la barre des 5 films adaptés simultanément par an. Vers 1984, on va se situer entre 10 et 17 films adaptés simultanément par an. On a à nouveau un saut quantitatif à partir de 2004, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas très bien me lire, excusez-moi. Hop. Pardon, 2002. 2002, on a à nouveau un saut et on dépasse la barre des 20. Et en fait, depuis 2011, on est repassé d'abord sous la barre des 20, puis sous la barre des 15, puis sous la barre des 10 et sous la barre des 5. Donc, l'adaptation que vous avez connue ici, peut-être en jouant au jeu Harry Potter, par exemple, ou au jeu, je ne sais pas, pour les plus vieux, Batman, enfin, je parle des adaptations vidéoludiques des films de Tim Burton, par exemple, cette pratique, ce type de pratique éditoriale est en train de complètement disparaître. C'est vraiment le constat qu'on fait au niveau des chiffres. L'année dernière, il y a eu les nouveaux héros, il y a eu... enfin, voilà, cette année, il y en aura peut-être un peu plus, mais on risque d'être très certainement au maximum à 5 ou 6 films. Donc on va essayer de s'interroger sur ce changement éditorial très marqué, puisque cette adaptation de films en jeu sur des consoles domestiques par exemple des années 70, 80 et 90, on est sur quasiment 10% des ludothèques. Hein. Par exemple la ludothèque de la PlayStation 2, elle est à 10% constituée de films adaptés, de jeux vidéo adaptés de films de cinéma. Alors, on retrouve ce qu'on appelle les big pictures, ce fameux cinéma de consommation courante, ce cinéma mainstream, puisque dans ces films adaptés en jeux vidéo, on retrouve les budgets les plus importants de la production cinématographique. Par exemple, sur les 20 plus gros budgets depuis Terminator 2 en 1991, on en a 18 qui sont adaptés en jeux vidéo. Même chose, sur les 20 plus gros succès du box-office, 18 sont adaptés en jeux vidéo, que ce soit le box-office américain ou le box-office mondial. Intéressant, c'est que c'est des logiques sérielles. On arrive à dénombrer 117 séries parmi les films qui sont adaptés. C'est-à-dire que ces films appartiennent à des séries de type L'Arme Fatale, Shrek, Happy Feet, Taxi, par exemple, hein, qui sont alors, Taxi, on a adapté Taxi 2 et Taxi 3 en jeu vidéo, mais pas le Taxi 1. Mais en tout cas, ces deux films appartiennent à une série. Donc des logiques sérielles qui sont très marquées. Je vous renvoie au pre-sold que je vous expliquais auparavant. Des stars, je vais revenir là-dessus, et puis des genres, et le genre de prédilection, et là je reprends la formule à Geoff King en 2002, il dit qu'est-ce que c'est le genre de prédilection d'Hollywood? C'est la science fiction action adventure, agrémentée d'une touche de comédie, qui est finalement le genre des productions les plus visibles. Une recherche d'efficacité narrative, c'est-à-dire qu'on est sur des films qui ont des récits très linéaires, qui ne tentent pas d'originalité. Voilà les acteurs les plus présents dans le corpus, en prenant les acteurs qui interprètent soit le rôle principal, soit qui doublent le personnage principal. Par exemple, Tom Hanks, il est présent parce qu'il double le personnage principal de Toy Story. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, on a deux corps musculaires du cinéma post-réganien du début des années 80 qui sont extrêmement présents grâce à des effets de série, Rocky, Rambo, Terminator, et grâce à la participation à des films de consommation courante. Je sais pas, Last Action Hero par exemple est adapté en jeu vidéo. On a des acteurs qui bénéficient de séries de films. Mike Myers grâce à Shrek et grâce à sa comédie où il joue l'agent secret. Austin Powers, merci.
Daniel Radcliffe, alors lui voilà, c'est vraiment l'exemple d'un acteur qui doit sa présence dans ce classement parce qu'il joue Harry Potter dans les 7 films de la saga. Le cas le plus intéressant, c'est Jim Carrey. Voilà, Jim Carrey, corps burlesque, hein. Bah voilà, il est extrêmement présent ici. Ses films sont largement adaptés, mais sans que ce soit lié à une série de films ou à une franchise de films. En tout cas, le fait qu'il interprète peut-être Ace Ventura serait le cas où il apparaît dans 2 films qui, si je dis pas de bêtises, les 2 sont adaptés en jeu vidéo. Bruce Willis, la première actrice, donc là il y a vraiment un effet gender si on se place du côté des gender studies, c'est Sigourney Weaver. Elle est présente dans 4 films adaptés en jeu vidéo. C'est la série Alien qui lui permet d'être présente dans ce classement, mais elle arrive loin derrière toute une série d'acteurs masculins dans cette logique très dominée par les acteurs masculins encore aujourd'hui à Hollywood. Les réalisateurs les plus représentés de ce classement, c'est des réalisateurs qui arrivent à avoir de bons résultats au box-office en fait. Donc soit ce qu'on appelle les Hollywood Brats, c'est-à-dire ces réalisateurs qui dans les années 70 ont un peu renouvelé le divertissement hollywoodien, Steven Spielberg, Robert Zemeckis d'une certaine manière, Chris Columbus fait partie de cette bande-là, et puis George Lucas ou Joe Dante. Des réalisateurs qui ont toujours des bons résultats. Tim Burton, on est frappé de la régularité des résultats de Tim Burton, même sur ces films qui semblent les moins porteurs. James Cameron, évidemment, grand faiseur hollywoodien, et puis des réalisateurs qui ont des séries attitrées, type Barry Sonnenfeld autour de Addams Family, puis Men in Black. Ron Clements et John Musker, ils doivent leur place ici au fait qu'ils sont les réalisateurs attitrés de Disney. Alors, là où ça commence à devenir intéressant dans cette idée d'ouvrir aux industries culturelles, c'est de s'interroger sur la source de ces films adaptés en jeux vidéo. Et j'aboutis à une anomalie. Il y a quelque chose qui est anormal dans ce tableau, c'est que arrive en première position, avec près de la moitié des films adaptés en jeux vidéo, des scénarios originaux. Or, on sait qu'à Hollywood, on produit principalement des films à partir d'adaptations littéraires. Même si on va chercher ce qu'on appelle un sujet dans un livre, en général, c'est des adaptations littéraires qui sont majoritairement présentes. Et ici, on a des scénarios originaux. Donc on peut commencer à se poser une question, c'est est-ce que ces films qui sont adaptés en jeux vidéo, ils ne sont pas pensés dès leur écriture, dès leur conception, pour être des objets adaptables et diversifiables ? L'adaptation littéraire, elle arrive après, sauf qu'il faut prendre en compte que c'est moins des... Enfin, il y en a, je sais pas, par exemple, Die Hard apparaît ici dans mon tableau comme adaptation littéraire, puisqu'il y a un roman de Roderick Thorpe à l'origine de Piège de cristal. Mais ce qui est intéressant dans l'adaptation littéraire, dans le cas du corpus de films dont je parle ici, c'est qu'ils sont soit adaptés de best-sellers, Harry Potter ou le Da Vinci Code par exemple, soit de grands classiques de la littérature, Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, sous ces 2 premières sources, toute une série de sources qui se déploient très largement dans la culture populaire. Le comics, la série télévisée, le dessin animé, le manga, l'attraction, Pirates des Caraïbes ou la maison et ses 999 fantômes, l'adaptation de spectacles vivants, même les groupes de musique, Spice World, le film met en scène les Spice Girls, et la source c'est les Spice Girls, voire les jeux vidéo. Alors ça c'est quand même étonnant, un jeu vidéo donne un film et ce film est adapté à son tour en jeu vidéo. Les jeux vidéo Street Fighter donnent Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, et le film avec Jean-Claude Van Damme est adapté à son tour en jeu vidéo. Le titre du jeu c'est Street Fighter The Movie The Game, c'est le titre du jeu de développement. Vous regardez la couverture par exemple de la jaquette Saturn de la version du jeu. Donc vraiment on est dans des cycles assez intéressants où le serpent semble se mordre la queue. Alors la circulation classique ce serait celle-là, c'est-à-dire la source ici Harry Potter, toute une série de films et une série de films qui vont avoir tendance à définir des canons visuels, auditifs, de présentation des personnages. Sur Harry Potter, le cas est intéressant parce qu'on se rend compte, et pour ceux qui y ont joué, que les 2 premiers Harry Potter, d'ailleurs c'est assez bien traduit par la jaquette des jeux eux-mêmes,
La jaquette des 2 premiers jeux, c'est pas la jaquette des 2 premiers films. Or, la jaquette du 3e jeu, c'est bien, je l'ai pas mise ici, mais c'est bien la jaquette du 3e film, de même pour les suivantes. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Harry Potter est mis en production, on va signer avec Electronic Arts pour le jeu Harry Potter. Mais les développeurs qui vont faire Harry Potter le jeu n'ont pas vu Harry Potter le film. Ils n'ont pas les moyens de le voir, puisque le jeu Harry Potter doit sortir en même temps que le film sur les écrans. Et Harry Potter était une production très ambitieuse et très importante pour son producteur, Warner, si je dis pas bêtise. Il y a un secret énorme sur la production d'Harry Potter. Donc, quand vous jouez à Harry Potter, le jeu vidéo, en fait, vous jouez à une adaptation beaucoup plus fidèle au livre qu'au film. Même chose pour le 2e épisode. Dans le 2e épisode, ils ont quand même pu voir le premier film, mais ils adaptent le 2e épisode alors que celui-là est en production. Et c'est qu'à partir du 3e épisode qu'on va commencer à pouvoir créer des liens et par exemple constituer un avatar de Harry qui n'est pas une sorte d'avatar générique d'Harry le personnage, mais qui a bien les traits de son acteur à l'écran, Daniel Radcliffe. Donc, l'adaptation, elle porte à partir du début des années 90 très mal son nom parce qu'elle n'est pas une adaptation. Et tous les jeux vidéo qui sont des adaptations de films de cinéma le sont pas en fait à partir des années 90 puisque ces jeux vont devoir sortir en même temps que les films et sont produits en même temps que les films. Alors 3 temps de l'adaptation, ça peut donner ça. Là je l'ai fait sur Star Wars. Quand Atari adapte Star Wars en 1983, c'est un jeu d'arcade, d'ailleurs en graphisme vectoriel, esthétique filaire, qui adapte la dernière séquence du film de 77, c'est-à-dire approche de l'étoile de la mort, survol de l'étoile de la mort et le canyon artificiel de la fin. Quand au début des années 90, on en fait une version de jeu de plateforme, et bien à ce moment-là, on va tenter de rechercher et exploiter des espaces de jeu dans le film. Vous avez Tatooine, ça va faire une séquence Tatooine. Vous avez une séquence dans le Sandcrawler, ça va faire une séquence de plateforme dans le Sandcrawler. Une séquence à la recherche de la princesse dans l'étoile de la mort, etc., etc., etc. On va aller piocher dans le film des éléments qui vont pouvoir constituer des niveaux pour une logique de variété qui est appelée par le jeu de plateforme. À partir du milieu des années 90, on a les moteurs 3D dont je parlais tout à l'heure qui vont généraliser. Et là, il est très clair que l'objectif de l'adaptation change complètement. Alors que jusqu'au début des années 90, il s'agissait de revivre l'histoire du film. D'ailleurs, c'était très souvent marqué sur la jaquette, revivez l'histoire de Luke Skywalker. À partir du milieu des années 90, c'est explorer l'espace du film. On n'est plus du tout sur le même paradigme. On n'est plus du tout dans une reprise du récit, mais on est dans une reprise de l'univers. Même chose avec les Gremlins. Pour vous montrer que ça marche. Gremlins, jeu de 84-85, c'est une situation où il faut séparer les Mogwai des Gremlins. Voilà, une situation qui se répète et qui s'accélère. Version Game Boy, Gremlins 2, c'est un jeu de plateforme. Version des années 90, c'est un moment où un éditeur décide de racheter la franchise Gremlins pour en faire un jeu d'action-aventure. Et ben, vous êtes sur un moteur 3D et vous explorez un espace. Alors, ces règles de l'adaptation, elles sont assez intéressantes. On a une expansion de l'espace filmique puisque très rapidement, à partir du moment où on est dans cette exploration d'un environnement, le film devient un contenu trop pauvre. Donc on va essayer d'ouvrir au-delà de ce qui est présenté dans le film. Les décors qui étaient de bons espaces de jeu vont venir à manquer au bout d'un certain moment. Le film de cinéma, je vais revenir là-dessus, il devient une sorte de background movie. On va voir que il y a une échelle de plan, le plan de grand ensemble qui devient essentiel pour le film des années 2000. On a une dilatation du temps diégétique, bien évidemment. 1h30 de film, ça va pas pouvoir donner 1h30 de jeu. On attend que plusieurs heures de jeu, donc on va essayer d'étirer comme ça le temps diégétique pour les besoins du jeu. Une inflation du nombre d'ennemis et un accroissement des possibilités. Pour Star Wars, par exemple, les premiers jeux permettent d'incarner Luke Skywalker et exclusivement Luke Skywalker. Puis ensuite, on va pouvoir incarner Han Solo, Chewbacca, la princesse Leia, voire, à partir des années 2000, un membre de l'armée impériale.
Et donc on n'est plus du tout du côté des bons, on passe du côté obscur de la force, mais avec des possibilités ludiques, vidéoludiques, qui sont peut-être plus intéressantes à ce moment-là. Changer le cours de l'histoire du film, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces jeux, ils vont nous promettre qu'on va pouvoir aller à l'encontre du déterminisme du récit filmique. Le récit filmique, il est arrêté. Star Wars, ça restera toujours Star Wars. Et à la fin de Star Wars, l'étoile de la mort, elle explosera tout autour. Mais si dans un jeu, on vous permet d'incarner Darth Vader, par exemple, et ben peut-être votre objectif, ça va être de préserver l'étoile de la mort et d'imposer l'Empire sur la galaxie. Et donc on va aller à l'encontre du récit filmique, parfois jusqu'à l'annuler. Alors, il y a un marqueur intéressant des films des années 80, 90 et 2000, c'est le marqueur de l'ennemi démultiplié. L'Aliens, le Gremlins, les clones, au moment où Lucas décide de dire cette armée impériale elle est composée de clones, ils sont fabriqués dans une usine et ils sont fabriqués autant qu'on en veut. C'est très bien d'avoir des ennemis autant qu'on en veut. C'est très bien d'avoir un Gremlins, de le mettre dans une piscine et d'en avoir des centaines et des centaines parce que ça va servir les besoins du jeu vidéo et ça va assurer de nous produire une menace qui est sans cesse réalimentée, sans cesse renouvelée. Ça correspond bien à ce qui est attendu du côté du joueur. Donc ça garantit du côté du film de cinéma un spectaculaire visuel, une armée immense comme vous en avez dans les Chroniques de Riddick par exemple, qui rentrent comme ça dans une vallée. Ça fait un spectaculaire visuel, mais en même temps, ça répond aux logiques et aux logiques vidéoludiques, c'est-à-dire de se dire on a un récit qui justifie qu'il y a une menace qui est sans cesse renouvelable. Les Wachowski, ils ont bien compris ça avec ce qu'ils ont fait de l'agent Smith. Cet agent Smith qui se clone et se démultiplie, c'est vraiment une logique qui est très clairement appuyée sur la question du jeu vidéo. Alors, on a vu qu'il y avait un coup d'arrêt éditorial à partir de 2007, après 3 décennies de progression constante, et quelles hypothèses on peut émettre pour expliquer cet arrêt. Pourquoi ce qui a marché pendant 30 ans, d'un coup, semble s'arrêter assez net. Alors, les hypothèses, d'une part, il y a une explication probablement économique. C'est que ça coûte cher d'acheter les droits d'un film de cinéma, surtout un film qui est appelé à un certain succès, et qu'on a un coût de revient qui est beaucoup trop fort. On n'arrive pas à regagner l'argent qu'on a dépensé. Ubisoft en a fait les frais. Ils ont adapté Avatar, le film, à la fin des années 2000, et c'est la dernière adaptation cinématographique qu'ils ont fait. On les a plus jamais revus sur ce type de pratique éditoriale. Donc il y a des difficultés de production, on l'a vu. Aujourd'hui, produire un jeu pour la Xbox One ou la PS4, ça demande des temps de développement qui sont au minimum de 36 à 48 mois, alors qu'un film, il continue de se produire en 18 à 24 mois. Donc on n'est plus du tout sur des temps qui sont faisables et on ne pourra pas du tout profiter de l'impact marketing de la sortie du film pour vendre le jeu vidéo. Donc on arrête. Deuxième chose, l'évolution du marché du jeu vidéo. Il y a des nouvelles attentes. Vous connaissez la Game Boy Color. Sur la ludothèque de la Game Boy Color, plus de 30% des jeux de la Game Boy Color sont des adaptations de films de cinéma. Pourquoi ? Parce que qui achète des jeux sur Game Boy Color ? Les parents. Et les parents, ils sont beaucoup plus rassurés par un Disney, par quelque chose qu'ils connaissent, que par une franchise vidéoludique qu'ils ne connaissent pas. Seulement, les parents des années fin 80, début 90, aujourd'hui ils sont plus âgés et que ceux qui étaient enfants à cette époque-là sont devenus parents et ils ont une connaissance du secteur du jeu vidéo. Donc ils n'ont plus besoin d'être rassurés par un Disney, etc. Et il y a des attentes nouvelles et entre autres une connaissance beaucoup plus aiguisée des franchises vidéoludiques. Et puis il y a des nouvelles franchises qui rentrent en concurrence. Tout ce qui est séries télévisées et télé-réalité, plus les séries jeunesse, Nickelodeon par exemple, qui développe largement des jeux vidéo. Alors, il n'empêche que cette présence des films de cinéma sous des formes dérivées de l'adaptation, elle est encore assez présente. Une des premières possibilités, c'est ce qu'on pourrait appeler le caméo, c'est-à-dire par exemple faire un épisode de Soul Calibur 4 et de proposer de jouer à Yoda, de jouer à Dark Vador dans ce jeu-là. Ou faire
un jeu de course type Sonic Racing Transform et y introduire le personnage de Ralph dedans. Donc ça c'est le caméo, ça fonctionne encore assez bien. Deuxième stratégie, c'est ce que j'ai appelé l'univers composé. C'est le succès que rencontrent aujourd'hui des mélanges entre jeux et jouets avec des petites figurines et des puces NFC qui permettent de communiquer. Et ça donne Disney Infinity qui, d'une part, dans une première mouture, mélange et fait une sorte de cosmogonie générale de l'univers Disney où Pirates des Caraïbes côtoie Monstres et compagnie. Et puis dans une deuxième mouture, on y ajoute Marvel puisque Disney a racheté la boîte de production. Et donc on est vraiment dans cette idée d'univers composé avec une présence du cinéma. Mon Thor ou mon Avenger, mon personnage d'Avenger est présent dans mon jeu vidéo, mais sous cette forme de dialogue et de possibilité de fusion entre des univers qui, a priori, paraissent très éloignés les uns des autres. Et la dernière possibilité, c'est ce que j'ai appelé la franchise formule, c'est-à-dire une franchise vidéoludique très marquée qui va s'approprier différents films de cinéma. L'exemple le plus connu, c'est Lego, Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Indiana Jones. Vous avez également Angry Birds qui a fait Rio Angry Birds, qui a fait Star Wars Angry Birds, etc., etc. Mais plus que jamais, le film se soumet aux besoins du jeu et on essaye de le transformer pour le faire fonctionner dans les besoins du jeu. Alors je termine par 2-3 petites choses. Le background movie que j'évoquais tout à l'heure, cette idée que l'espace il devient plus important. C'est mon collègue Laurent Julier qui a fait le calcul dans l'ouvrage qu'il avait consacré à Star Wars. Il a calculé le nombre de plans qui commençaient et ou se terminait par un grand plan d'ensemble. Le grand plan d'ensemble, c'est l'échelle de plan la plus ouverte qui ne s'intéresse pas aux personnages mais qui s'intéresse aux lieux. C'est elle qui dévoile les espaces. Eh bien, dans l'épisode de Star Wars 2, on est à plus de 80% des séquences qui commencent et ou se concluent par un grand plan d'ensemble. Donc, Star Wars, l'attaque des clones, on peut dire que c'est un film qui met un accent très marqué sur les environnements. Coruscant, Tatooine, etc., etc., et qui nous dit que peut-être que l'intérêt du film, il se trouve dans ces espaces avec ces utilisations de grands plans d'ensemble ou de plans de ce qu'on appelle de demi-ensemble. Ici, Palpatine avec en arrière-fond tout un environnement. D'ailleurs, extrêmement détaillé, on pourrait le regarder. Il utilise les technologies du numérique pour nous donner une espèce de fourmillement de détails qui est une invitation à s'interroger sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Évidemment, ces environnements, c'est les jeux vidéo Star Wars qui vont nous permettre de les explorer. Ce qui veut dire que peut-être qu'au cours des années 2000, et même avant ça, le film de cinéma, il a eu un autre rôle que celui de nous raconter des histoires. On critique souvent la qualité des scénarios des films hollywoodiens. Mais peut-être que le film hollywoodien, ça fait très longtemps qu'il a plus pour rôle de raconter des histoires, mais qu'il a plutôt pour rôle de fonctionner à la manière, je dirais presque d'un film touristique, pour nous présenter des environnements qui seront explorés sous d'autres modalités, entre autres celle du jeu vidéo. Et j'en prends pour exemple Avatar. La tagline d'Avatar, c'est pas « Vivez l'histoire incroyable de Jack Scully ». La tagline d'Avatar, c'est « Entrer dans le monde ». Enter the world. Avatar a été désigné par la critique comme un planète opéra. Ce qui intéresse probablement James Cameron et l'industrie du cinéma, qui peut déplaire à certains spectateurs qui ont dit bah oui, mais finalement Avatar c'est Pocahontas plus Danse avec les loups plus tel autre film et j'ai le scénario d'Avatar. Mais peut-être que c'est pas ça qui est intéressant chez Avatar. Peut-être ce qui est intéressant, c'est plutôt la planète et le lieu sur lequel ça se passe et les diversifications, par exemple l'adaptation d'Ubisoft que ça peut produire. Donc l'idée d'un background movie, c'est moins de penser la question de la crise du scénario à Hollywood que plutôt une reconfiguration des industries du cinéma qui pensent le film de cinéma comme un objet qui s'inscrit dans un rapport plus large et plus souple aux choses. Hop, je passe là-dessus très rapidement juste pour conclure, voilà, sur deux choses. Sur un cas, je vous ai montré la circulation classique avec Harry Potter tout à l'heure. Voilà une circulation beaucoup moins classique.
mais qui peut-être préfigure des manières de faire qu'on va voir à l'avenir se développer. Il s'agit de la fiction Alien versus Predator. Vous savez comment naît Alien versus Predator? Vous avez 2 films qui appartiennent à la Fox, les films Alien et les films Predator. Et vous avez un éditeur qui s'appelle Black Horse, qui à la fin des années 80 s'est un peu spécialisé dans les adaptations des films de cinéma en comics. C'est raconté dans une édition française du premier Alien versus Predator, où ils expliquent qu'ils font un brainstorming entre eux. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme nouvelle série pour l'année qui arrive, pour alimenter notre production de bande dessinée. Et ça rigole entre les auteurs, les scénaristes, les dessinateurs, jusqu'à ce qu'à un moment, quelqu'un dise « mais on pourrait faire un crossover, tradition classique du comics, entre Alien et Predator ». Là, tout le monde s'arrête. À la fois, ça paraît brillant et ça fait plutôt sens. Les 2 franchises appartiennent au même ayant droit, la Fox, mais ils se disent, ils vont jamais accepter. Ils prennent leur téléphone, ils font une conférence call, ils appellent le responsable des ayants droit à la Fox et ils disent voilà, on est en brainstorming et quelqu'un vient de dire on pourrait faire un crossover Alien versus Predator, est-ce que ça serait possible? Et le responsable des droits regarde, dit non, moi j'ai aucune option qui est prise là-dessus, vous pouvez le faire. Et voilà comment on fait Alien versus Predator chez Dark Horse en comics. Les comics fonctionnent bien et il y a des éditeurs de jeux vidéo qui, inspirés par les comics, vont faire la même chose, vont aller revoir la Fox et dire il y a des comics Alien versus Predator, est-ce qu'on pourrait faire des jeux vidéo? Mais pas en allant voir Black Horse, en allant voir directement l'ayant droit. Et on fait des jeux Alien versus Predator, dont certains sont d'ailleurs assez réputés, auxquels vous avez peut-être joué. À côté, on continue de faire des films et des adaptations des films Alien et Predator. Et puis, au début des années 2000, finalement, la Fox se ressaisit d'Alien versus Predator, fait une nouvelle franchise qui s'appelle AVP, et fait 2 films coup sur coup, dont le 2e est adapté sur PlayStation portable, Alien versus Predator Requiem. Vous voyez ici quelque chose de beaucoup plus éclaté, quelque chose de beaucoup plus opportuniste, quelque chose de beaucoup plus souple d'une certaine façon dans la définition et la cohérence d'un univers fictionnel. Alors, moi j'avais proposé il y a quelques années de se dire mais finalement peut-être que ces fictions, ces nouvelles formes de fiction, elles pourraient être liées à un paradigme qui est le paradigme quantique. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'échelle quantique? Et que d'une certaine façon ça décrit assez bien comment fonctionnent ces fictions. L'idée c'était de dépasser ce qu'on appelle la narration transmédia et les théories du transmédia. Je les ai évoquées avec Jenkins au début de la présentation. Le problème des théories du transmédia, c'est qu'elles envisagent toujours un public idéal. Et ça s'appuie souvent, chez Jenkins particulièrement, sur des cas d'école, Matrix. Voilà. C'est le cas que Jenkins utilise très souvent. Le problème, c'est que les fans, il y en a, mais des franchises qui ont des communautés de fans, elles se comptent sur les doigts de 2 mains à tout casser. En revanche, il y a, moi, ce que j'appelle des usagers de la fiction. C'est-à-dire des gens qui rentrent par une porte, qui en sortent par une autre, sans avoir parcouru toute l'offre. On peut avoir ma fille, par exemple, elle a joué un peu à Lego Star Wars sans avoir jamais vu un seul film Star Wars. Et le samedi matin, sur France 4, elle regarde Star Wars, le dessin animé sur les clones, etc. Donc, elle a une vision très parcellaire, pas du tout historicisée, pas du tout chronologique, mais elle est une usagère, sans être une fan, de l'univers Star Wars. Le problème de penser des univers de fiction en prenant en compte la cohérence narrative, c'est que ça a un coût énorme, la cohérence narrative. J'en prends pour exemple le moment où McG a fait Terminator Renaissance. Vous vous rappelez de cet épisode, peut-être, de Terminator? Vous avez toute une série de déclarations du réalisateur qui dit en même temps qu'on est en train de faire le film, il y a la série Les Chroniques de Sarah Connor, que tout le monde a oublié, mais qui existait à l'époque. Et on est en train de travailler avec les équipes d'écriture des Chroniques de Sarah Connor pour accorder nos violons et pour faire cohérence entre notre film et leur série. 6 mois plus tard, où vous en êtes? On a des difficultés. On n'arrive pas, mais il y a quelqu'un qui fait la navette entre nos 2 équipes. 6 mois plus tard, alors. Non, on a abandonné l'idée, on n'y arrive pas. Eux, ils travaillent sur 24 fois 45 minutes. Nous, on travaille sur un divertissement de 2h30 qui est un blockbuster et donc on n'arrivera pas à s'entendre. Et très logiquement, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et chaque objet va définir des états de la fiction Terminator qui, en plus de ça, est lié à des phénomènes temporels, etc., qui sont complètement différenciés. Alors, le paradigme quantique,
il a trois intérêts par rapport à notre usage de ces fictions médiatiques contemporaines. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la situation, elle n'existe pas en elle-même. C'est l'observateur qui détermine la situation. Donc mon usage d'une fiction détermine un état de cette fiction, ou mon parcours dans cette fiction. Le paradigme quantique, il est intéressant parce qu'il a remis très largement en cause la question du déterminisme scientifique au profit d'un principe d'incertitude. Et ce principe d'incertitude, qui est d'ailleurs très lié au jeu vidéo, qui est une pratique très liée sur l'incertitude, on la retrouve dans ses parcours, dans un spectateur qui peut voir Matrix 1 et Matrix 2 sans jouer à Enter de Matrix, mais en comprenant ce qui s'y passe ou en se créant lui-même de la cohérence. Et puis on sait que le paradigme quantique, il a introduit très largement dans le champ scientifique la question des mondes possibles ou des multivers d'une même réalité, ce que certains tenants de la physique quantique postulent, qu'on est ici dans un état de la réalité, mais il y a peut-être des centaines, des milliers, une infinité d'états qui existent au parallèle, et où c'est peut-être monsieur qui parle à ma place et moi qui suis à sa place. Donc, peut-être que la fiction fonctionne comme ça aujourd'hui. Cette poupée me pose problème, c'est la poupée de ma fille. Ceux qui ont vu Réponse savent pourquoi elle pose problème, cette poupée, ou pas? Il y en a qui ont vu Réponse, le film de Disney? Il faut absolument que vous voyez, c'est bien meilleur que La Reine des Neiges. Cette poupée est problématique parce que Réponse est en robe de mariée, mais qu'elle a encore ses cheveux longs et blonds. Et qu'on sait qu'à la fin de Réponse, on est obligé de lui couper sa tignasse pour la sauver. Voilà, désolé, mais je vous gâche pas grand-chose. L'intérêt du film est vraiment à un autre niveau, et c'est un conte des frères Grimm, donc bon. En tout cas, elle peut pas être en robe de mariée et avoir ses cheveux longs et blonds. Ce jouet se situe dans un monde possible de la fiction Réponse qui n'est pas celui développé par le film qui impose le canon visuel narratif du récit. C'est un autre monde possible de Réponse dans lequel elle a les cheveux longs et elle est mariée. Mais pour une petite fille de 7 ans et demi, comme ma fille, c'est beaucoup mieux des cheveux longs parce que ça se coiffe, ça se tresse, ça se peigne. C'est un jouet qui est beaucoup plus séduisant qu'une petite Réponse avec les cheveux courts. Elle existe, la Réponse avec les cheveux courts et bruns en robe de mariée, mais c'est une poupée collector que l'on trouve que dans certains Disney Store sur une période donnée. Donc là, on est plutôt dans une logique de collection. Donc, ça veut dire que quand je propose cette idée de fiction quantique, je veux dire que la production... Qu'est-ce que ça permet d'envisager? Ça permet d'envisager ce qu'on peut appeler une production synchronique et diachronique de formes médiatiques d'une même fiction. On peut en même temps sortir un film et en même temps sortir une poupée qui dit complètement autre chose. On peut en même temps sortir La Revanche des Sith et un jeu vidéo qui permet d'incarner Anakin qui ne perd pas contre Obi-Wan et donc qui garde ses membres, ses pieds, et donc Dark Vador n'existe pas. Et donc les films de 77 à 83 n'ont aucune raison d'exister dans ce monde possible que développe le jeu vidéo. Ça permet une circulation ouverte entre ces différentes œuvres parce que, et vous vous en rendez compte, les usagers de ces fictions contemporaines, ils sont pas là à gueuler, à part cette fameuse population des fans, en disant « Ah, mais attendez, votre cohérence narrative, elle est pas du tout maintenue, là, non. Je joue à Soul Calibur avec Dark Vador qui a une épée laser, mais ça cogne contre le métal de l'épée de tel autre personnage de Soul Calibur. Et j'accepte tout à fait cet état des choses. Ça ne me pose pas de problème, puisque pour les besoins du jeu, il vaut mieux que ça fonctionne comme ça. » Il existe donc une acceptation du public de ce nouvel état de la fiction qui est un héritage de ces 30 dernières années, d'une certaine manière. C'est-à-dire, alors avec parfois des attitudes assez étonnantes des ayants droit. Disney, au moment du rachat de Star Wars, qui dit, bon, il y a un canon historique et puis il y a toute une série de romans, des choses, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, sauf que ça a été exploité, ça se retrouve encore dans des bibliothèques des uns et des autres, et il y a quand même une existence fictionnelle de ces objets qui sont des objets industriels. Disney fait ça, même chose, je sais pas, Crystal Dynamics, quand ils se mettent à adapter Lara Croft, même chose, ils disent les épisodes Game Boy et Game Boy Advance font pas partie du canon. Donc il y a de temps en temps des tentatives, de temps en temps chez Marvel ou chez DC Comics des épisodes qui essayent de remettre tout à zéro, voilà. Mais on est bien en termes d'usager des fictions face à des états fictionnels différenciés et coexistants. Et une des hypothèses que je pose là-dessus, c'est probablement que cette acceptation des choses, elle vient du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo est un média qui produit
sans cesse des états fictionnels différenciés et coexistants d'un même monde de fiction. Si nous nous mettons tous dans la salle ici à jouer à Super Mario Bros, nous allons tous produire successivement et au long de tous nos échecs des états différenciés et coexistants du monde de Super Mario Bros. Donc, le jeu vidéo, d'une certaine façon, nous a sensibilisés, nous a permis de rentrer dans cette acceptation des choses. Voilà. Ce qui veut dire que, en l'espace de 5 ans, on peut produire à Hollywood 2 versions de Hulk qui sont qui disent elles sont passées à la télévision sur la TNT la semaine dernière en France. On pouvait à 20h voir celui de Ang Lee et à 22h30 celui de Le Terrier et on voyait que c'était pas du tout le même récit, pas du tout les mêmes origines du personnage, c'était 2 choses. Et pourtant, c'est que 5 ans de différence qui séparent ces 2 films et je ne crois pas qu'on ait vu des hordes de fans dire « Ah, mais qu'est-ce que vous faites, n'importe quoi, les industries culturelles ». Non, on a accepté qu'il y avait 2 états différenciés de Hulk qui existaient au cinéma à quelques années d'intervalle, ce qui veut dire probablement qu'une des pistes, et moi en tout cas c'est quelque chose, je lis beaucoup de comics en ce moment, c'est-à-dire que cette souplesse et ces conditions de production qui permettent de renouveler, de tenter des possibilités narratives, d'ouvrir des arcs narratifs, de les laisser en suspens, de les fermer, de les croiser, c'est plutôt du côté du comics qu'on les retrouve, et que lié à l'influence des jeux vidéo, ça crée cet état actuel des fictions contemporaines. Je vous laisse avec... mon blog a été hacké, donc il n'y a plus rien dessus, mais mon compte Twitter est assez actif. Sur inaglobal.fr, vous retrouvez l'article sur les données là, que je viens d'exposer. Avec les collègues de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, on a également pas mal d'articles qui sont en ligne sur notre nouvelle mouture du site. Et puis je termine par 2 ouvrages, Des pixels à Hollywood qui est sorti en 2010 et Les jeux vidéo au cinéma. Tardez pas, si ça vous intéresse, à le prendre, ce deuxième, puisque l'éditeur qui arrête la collection m'a appris qu'elle partait probablement au pilon dans quelques semaines. Voilà. Merci pour votre attention et puis s'il nous reste un peu de temps, peut-être pour la discussion.